Üdvözöljük utasainkat! Az első megálló Mauvais onde. J'ai lu quelque part que toutes les superstitions connues dans le monde se trouvaient rassemblées dans les Carpates. Comme si ce pays était le centre de quelques tourbillons des imaginations. S'il en est ainsi, mon séjour va être des plus intéressants. J'espère que votre voyage depuis Londres a été agréable et que vous apprécierez votre séjour dans mon beau pays. Votre ami Dracula. Les baies vitrées, tournois, autour du hall d'entrée, une parade, deux pullovers, défile à contresens, sur un modèle aléatoire. Assise au bar cocktail de l'hôtel, je classe les fuseaux horaires qui nous séparent par décalage régulier. Le temps réel n'existe plus. Je penche près de vous indéfiniment. Je penche près de vous indéfiniment. Bonjour, vous êtes sur l'émission Mauvaise onde Tiloche en français. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt de politique internationale avec le voyage d'Orban en Chine et sa rencontre avec Poutine. Nous allons également parler des relations entre l'État d'Israël et la Hongrie. Et en deuxième partie, nous allons parler des élections en Pologne, en Slovaquie et également quelles répercussions pour la Hongrie pour les prochaines élections. Sur le plateau avec nous Joël Lepavou, salut à toi Joël. Lui-même, salut tout le monde. Voilà. Joël qui travaille pour plusieurs médias francophones, tu peux nous en citer quelques-uns les principaux? Courrier International, Le Soir et Le Temps. D'accord. Nous avons avec nous également Corentin Léotard, le rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale, salut à toi. Salut Guillaume, salut à tout le monde. Vincent Liéger qui est essayiste sur la question de la décroissance, salut à toi. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Nous avons également avec nous Fab qui va nous faire sa chronique culturelle à la fin de l'émission. Bonjour à tous. Et aussi nous avons Sacha qui est avec nous avec ses parents qui sont ici. Et on aura Daniel Pseni aussi et Patrice Sénécal voilà, pour intervenir et au courant de l'émission. On aime bien faire les émissions en direct et avec un public. Et voilà. Le public est bienvenu, donc bienvenue au public. Voilà, au studio 103 de la Maison de la Radio. Et si vous écoutez Mauvaise onde, vous êtes bienvenus si vous voulez participer à l'émission. Et au micro, c'est Guillaume Carré. Salut Guillaume. Salut. Merci. Donc commençons par le discours de Viktor Orban pour le 23 octobre. Donc apparemment l'Union européenne c'est un petit peu l'Union soviétique si j'ai bien compris. C'est l'Union soviétique et en fait ça couronne une séquence qui a été entamée on va dire le 17 octobre. Puisque Viktor Orban était le seul dirigeant de l'Union européenne à se rendre au sommet de ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Donc concrètement, c'est tous les projets, on va dire, logistiques, économiques et autres de la Chine, notamment en Europe, mais aussi en Afrique et ailleurs. Et à cette occasion, enfin en marge de ce sommet, Viktor Orban a rencontré Vladimir Poutine. C'était la première fois d'ailleurs que Orban et Poutine se voyaient d'une part depuis leur rencontre du 1er février, donc 3 semaines avant la guerre, où d'ailleurs la table entre Orban et Poutine était beaucoup plus courte que celle entre Poutine et Macron, enfin bon passons, et c'était aussi la première rencontre depuis qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été, enfin mandat
Oui, c'est ça, un arrêt qui a été lancé contre Poutine donc en mars pour crime de guerre en lien avec l'invasion de l'Ukraine. Et à cette occasion, non seulement Orban a serré la main de Poutine, mais il a aussi déclaré que l'agression russe en Ukraine était, je cite, une opération militaire spéciale, soit exactement les termes employés par le Kremlin pour désigner l'invasion de l'Ukraine. Joël, est-ce qu'il a dit une opération militaire ou une opération militaire spéciale? Il a dit opération militaire spéciale. Il a dit que la Geschrod-Muvelet, ça veut dire opération militaire spéciale. Mot à mot les termes du Kremlin, et à l'occasion de ce sommet où l'on a vu aussi que Viktor Orban semblait vraiment gêné aux entournures, alors, soit d'avoir rencontré Poutine, soit d'apparaître sur une vidéo de 2 minutes montée par les services du Kremlin pour évoquer la rencontre, mais on le voyait multipliant les tics nerveux pendant que Poutine s'exprimait face caméra. Mais en dehors de cette rencontre très commentée avec Poutine, il y a aussi la réaffirmation donc de l'amitié avec la Chine. On avait fait une émission d'ailleurs là-dessus où on expliquait qu'il y avait quand même quelques petites couilles dans le potage en ce moment entre la Hongrie et la Chine. Je pense aux difficultés du train Belgrade-Budapest qui n'avance pas vraiment bien côté hongrois, et aussi au projet en stand-by d'un campus de l'université Fudan de Shanghai à Budapest. Donc on en arrive quelques jours plus tard à ce fameux discours du 23 octobre, donc discours pour commémorer l'insurrection anti-soviétique de 1956. Discours prononcé à Veszprém, pas loin du lac Balaton. C'est d'ailleurs la deuxième fois de suite qu'Orban ne prononce pas de discours à Budapest, que l'année dernière était à Zalaegerszeg dans l'ouest de la Hongrie. Et à cette occasion, il a notamment dit que, voilà, pour prendre la phrase vraiment complète, il a dit l'Union soviétique était une tragédie. Mais Bruxelles, donc l'Union européenne, est une mauvaise parodie contemporaine. Donc sous-entendu, l'Union européenne, c'est l'Union soviétique, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et on vit sous le même diktat que celui de l'Union soviétique. Et là aussi, ça a fait beaucoup parler, et on en arrive, au sommet européen de jeudi et de vendredi à Bruxelles, où Orban a réitéré, ou plutôt s'est dit même fier de maintenir les canaux de communication avec les Russes, et s'est affiché aux côtés, on en parlera en fin d'émission, de Robert Fico, le nouveau Premier ministre slovaque, un vieil ami d'Orban, qui lui, pour le coup, ne cache pas ses sympathies pro-russes. D'accord. Vincent ? Si je peux me permettre de nuancer un peu, permets-toi. De provoquer, c'est mon syndrome de Stockholm, vivant en Hongrie depuis trop longtemps et me posant beaucoup de questions sur la géopolitique. Pourquoi Viktor Orban est un mec cool, totalement. Non, c'est pas pourquoi Viktor Orban est un mec cool, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans toute cette affaire, puisque que ce soit en Chine, la plupart des pays européens étaient présents via des représentants, ce qui est le cas de la France. Ils n'ont pas envoyé leur Premier ministre, que ce soit dans le fait de garder des canaux de communication ouverts avec Vladimir Poutine. La plupart des grands pays occidentaux ont des canaux ouverts encore avec Vladimir Poutine. C'est juste qu'ils ne le disent pas. Donc lui s'affiche, etc. Et puis la troisième chose que je trouve intéressante dans cette rencontre, et sur la ligne de Viktor Orban depuis le début, c'est que c'est le seul, avec sincérité ou cynisme, avec efficacité ou posture d'opportunisme, je ne le sais pas, mais c'est le seul qui porte un discours, et qui devrait être le discours porté par l'Union européenne et la plupart, du moins, des personnes progressistes dans ce monde. C'est le seul qui porte un discours de paix, qu'il a évoqué aussi face à monsieur Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a pas du tout réagi, voire même a pris ça avec à la légère. Mais je pense que plutôt que donner des leçons, on ferait mieux de faire une autocritique et d'avoir un débat sérieux sur comment proposer une issue pacifique en respectant le droit international, qui ne soit pas une tragédie pour le peuple ukrainien agressé, mais comment l'Union européenne pourrait mettre en place une politique digne de ce nom autour de ça, et qui rejoint la question de l'armement de l'Ukraine. Oui, mais avec quel projet diplomatique vers une paix durable digne de ce nom. Voilà, armement qu'Orban d'ailleurs bloque au niveau européen, tout comme Fico qui vient de décider de suspendre, ou en tout cas d'arrêter les livraisons d'armes slovaques à l'Ukraine, même si évidemment ce n'est pas la part la plus importante des livraisons d'armes, mais c'est un geste qui veut quand même dire quelque chose dans ce contexte. Les Slovaques avaient déjà tout donné, donc il reste... Les stocks étaient vides. Que je sois très clair et très précis sur mon propos, je ne fais pas l'apologie de M. Orban, aucunement. Je fais surtout la critique générale du fait qu'il n'y a aucun discours cohérent, crédible sur cette question-là, qui est tout à fait désastreuse et qui nous amènera peut-être tout à l'heure sur un autre conflit ouvert extrêmement encore plus inquiétant au Moyen-Orient. Corentin ?
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis 3 minutes, je sais pas sur quoi. Alors oui, il y a Orban était très mal à l'aise ça se voyait avec Poutine, ça tout le monde a pu le noter. Ça relance la vieille théorie selon laquelle c'est un pantin, Orban est aux mains de Poutine, soit qu'il était compromis, soit acheté, etc. C'est une théorie qui n'est pas nouvelle, mais qui n'est, je précise, qui n'est pas étayée. Il n'y a aucune preuve de ça. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'il n'avait pas forcément envie d'être là-bas à ce moment-là. À ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les Européens faisaient bloc derrière Israël. L'Israël qui venait d'être attaqué. On n'était pas encore dans la phase des bombardements massifs de Gaza. C'était une autre phase. Et alors que Orban est censé être est un allié très proche de Benjamin Netanyahou. Et il se retrouvait avec les Chinois et les Russes qui sont les deux pays les plus critiques de la conduite d'Israël face à Gaza. Donc je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que Orban était mal à l'aise vis-à-vis de Netanyahou notamment. Et vis-à-vis de son pays, parce que ça arrive dans un timing qui est très important, on n'a pas précisé tout à l'heure, on parlait de son discours du 23 octobre. Le 23 octobre est l'une des 3 grandes fêtes nationales hongroises, qui est le début du soulèvement de 1956, qui a été réprimé dans le sang par les tanks russes. Donc c'est quelque chose qui reste très ancré dans la société hongroise, dans la psyché hongroise, et donc il y avait un peu ce calendrier qui le mettait en porte-à-faux, mal à l'aise, sur beaucoup de choses. Oui, je vais donner la parole à Daniel qui est avec nous par Skype. Salut Daniel. Salut Daniel. Salut, j'ai pas entendu tout le début. Il y avait un problème de son. Non, simplement, je voulais juste un petit peu réagir à ce qui se dit. Je pense que là, par rapport à la position d'Orban, je lisais ce matin ou hier dans le magazine MZ qu'il disait que Macron était assez content finalement que Orban ait rencontré Poutine parce que ça laissait une porte ouverte. Alors, c'est un peu paradoxal parce que les deux sont les meilleurs ennemis, mais justement, je pense qu'ils sont les meilleurs ennemis et que l'un complète l'autre. Parce que, de fait, là, on assiste à un brouillage, diplomatique total de toutes les alliances, de toutes les possibilités de diplomatie et effectivement par rapport à Netanyahou, parce que le problème maintenant qui se pose dans ce conflit israélo-Hamas, puisque c'est pas israélo-Palestine, c'est effectivement d'être pour la Palestine et contre le Hamas. Puisque de fait, si on commence à rentrer un peu dans les détails, c'est que le Hamas dessert le peuple palestinien avec les conséquences qu'on voit tous les jours de tapis de bombes et de morts quotidiennes. Et donc, à partir de là, le rôle de Orban, qui est bien avec Netanyahou, avec Poutine, est de jouer un peu ce rôle d'intermédiaire et qu'il n'a pas la force politique pour le faire. C'est ça la difficulté. Et je pense que là, les alliances qui vont se faire ou qui se font, qui se défont, ou qui se font en arrière-cour, posent un vrai problème pour l'ordre du monde, je crois. Justement, on voulait parler des relations entre Israël et la Hongrie et surtout après les attentats du 7 octobre. Daniel, tu étais aux cérémonies à la synagogue. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, j'y suis allé quand c'était la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, même un peu plus de 10 jours. D'abord, c'était très émouvant parce que la synagogue était pleine vraiment et qui était pleine de gens qui est de Budapestois, enfin de gens qui étaient venus, plus tous les corps constitués. Il y avait Catherine Novak qui était là, beaucoup d'ambassadeurs qui avaient fait le déplacement, notamment l'ambassadrice de France et l'ambassadeur américain. Et il y avait cette communion et de fait les discours qui ont été tenus, on peut pas parler de sermon ni de prêche, mais enfin il y a eu des prises de parole, c'était des prises de parole apaisantes et qui n'étaient pas anti-palestiniennes proprement dit, malgré le lieu, c'est-à-dire on était dans une synagogue la plus grande d'Europe et de fait il y avait des compassions effectivement avec ce qui s'était passé, notamment avec les Israéliens qui ont vécu selon le camp dans lequel on se place un pogrom ou des morts très très violentes et très compliquées. Et donc là,
dans le cadre de la synagogue, je pense qu'il y avait un vrai écuménisme de fait, avec beaucoup de religions qui étaient là. Il n'y avait pas simplement de la religion juive ou catholique même. Il y avait, j'ai remarqué quelques musulmans qui étaient là, mais c'était vraiment une communion. Et je pense que dans le cadre de la Hongrie, il y a pas d'ambiguïté vis-à-vis de la communauté juive en Hongrie. Elle est accueillie, elle est très représentée. Et je pense que c'était un peu le symbole de ce qui se passait. Alors maintenant, les choses évoluent, mais de la politique d'Orban vis-à-vis de Netanyahou, où il y a une coopération totale entre eux, une reconnaissance idéologique même, et là, de fait, ça se traduit aussi par une prise de position d'une partie de la population, mais qui se rend dans cette synagogue avec pas un discours de haine, quoi. C'était ça qui était très important dans le lieu. D'accord. Donc je vais donner la parole à Vincent, mais justement maintenant on va aborder un petit peu cette question des relations entre le Fidesz et Israël, et puis rappeler un petit peu que le Fidesz dans le passé avait quand même des positions quand même plus ambiguës. Vincent ? Non, juste deux choses. C'est un débat qu'on n'aura pas là aujourd'hui, mais quelque chose. Cette dénomination, on parle de guerre Israël-Hamas. Je comprends pourquoi on a mis en place cette dénomination, notamment dans le journal Le Monde en France, dans les débats, mais je pense que c'est une erreur, mais on pourra revenir dessus peut-être après dans le débat. Deuxième chose, sur ce que raconte comme témoignage Daniel à la grande synagogue de Budapest, c'est pas un hasard, et je pense qu'il faut rappeler cette histoire, c'est que le sionisme est né là, puisque Herzl Tivadar, Théodore Herzl, le père du sionisme, est né plus ou moins à l'emplacement actuel de cette grande synagogue, et portait un sionisme laïque et de paix. Et aujourd'hui, le sionisme porté par le gouvernement Netanyahou est en rupture totale, puisqu'on parle d'un sionisme confessionnel et aujourd'hui qui commet, les images sont insoutenables, on est en train de vivre de manière quotidienne, après la barbarie terroriste, elle aussi insoutenable, du Hamas il y a maintenant 3 semaines. Aujourd'hui, on vit au quotidien une autre barbarie autour de crimes de guerre, voire crimes de l'humanité. Le travail du tribunal pénal international devra être fait en toute indépendance, mais on est en rupture par rapport à ce sionisme de paix qui était porté par Théodore Herzl. Oui, il y a un autre crime contre l'humanité qui est en train de se dérouler là sous nos yeux à Gaza, avec déjà des milliers de morts. On va revenir tout à l'heure sur justement l'attitude un peu ambiguë du Fidesz par rapport à ça. Oui. Moi, ce que je voulais ajouter, c'était parce qu'on parlait d'alignement idéologique sur les positions de Benjamin Netanyahou, qui est quand même à la tête d'un des gouvernements les plus d'extrême droite de l'histoire d'Israël, voire même le plus extrémiste de l'histoire d'Israël. C'est que, notamment depuis, on va dire, on en parlait en préparant cette émission, mais depuis les attentats de Charlie Hebdo, donc en janvier 2015, il y a eu une récupération politique extrêmement importante de la part du gouvernement hongrois, qui s'est littéralement tourné contre les musulmans, alors que, et c'est drôle, mais à l'époque, il faut quand même rappeler qu'il y avait le projet de l'une des plus grandes mosquées, si ce n'est la plus grande mosquée d'Europe, qui devait être installée à Budapest, et patatras, il y a eu les fameux Kosovars, en partenariat avec la Turquie. Voilà, en partenariat avec la Turquie, et à partir de là, en fait, c'est à ce moment-là que toutes ces campagnes que l'on connaît en Hongrie contre les migrants, évidemment musulmans, ont commencé à se monter, avec la complicité d'un certain Edward J. Finkelstein, qui était un grand conseiller américain. Arthur J. Finkelstein, donc qui était grand conseiller notamment de Nixon dans les années 70-80, mais aussi et surtout de Netanyahou dans les années 90, qui a contribué à l'émergence politique de Benjamin Netanyahou à l'époque. Et c'est donc ce Finkelstein qui a été l'architecte des campagnes non seulement anti-migrants, mais aussi anti-George Soros, que l'on connaît ici en Hongrie. On se rappelle de ces fameuses affiches au relent puissamment antisémites, qui jouaient sur tous les codes antisémites, et qui rappelaient un peu celle du juif rieur dans les années 30 en Allemagne, où le slogan c'était ne laissons pas Soros avoir le dernier mot. Et à l'époque d'ailleurs, il y avait une indignation de l'ambassadeur d'Israël en Hongrie contre ce volet résolument antisémite de la campagne anti-Soros, et Benjamin
Netanyahou avait fait taire les critiques de cet ambassadeur en disant que voilà, le problème c'est pas le fait qu'il soit juif, c'est le fait que ce soit George Soros, et Orban et Netanyahou ont une animosité, on va dire même une détestation commune envers George Soros. Les lois anti-ONG en Hongrie qui ont été mises en place sont quasiment les mêmes que celles qui existent en Israël contre les dits agents de l'étranger, donc les fameuses ONG occidentales. Et aujourd'hui, donc, il y a un alignement complet du régime Orban sur le régime Netanyahou, notamment, enfin voilà, on n'aura pas le temps de tout évoquer, mais dans le cadre de ce conflit entre Israël et le Hamas, aujourd'hui, le gouvernement Orban affirme son soutien total, et si ce n'est d'ailleurs l'un des soutiens les plus résolus au sein de l'Union européenne envers l'État d'Israël. Est-ce que, Joël, tu pourrais rappeler le rôle du commissaire européen Varhedi sur sa proposition de bloquer les fonds palestiniens? Oui, t'as à peu près tout dit, c'est-à-dire que Oliver Varhelyi, qui est le commissaire chargé de la politique d'élargissement et de voisinage, donc celui qui négocie notamment la potentielle adhésion de la Bosnie et des autres pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne, a fait savoir que voilà, l'Union européenne allait suspendre toute aide aux Palestiniens sans même avoir pris le temps de consulter, on va dire, sa hiérarchie, et notamment sa propre patronne Ursula von der Leyen. L'affaire a fait beaucoup de bruit à Bruxelles, ça s'est largement calmé, et aujourd'hui on en arrive à cette espèce de compromis qui a été convenu entre les dirigeants des États membres lors du sommet de Bruxelles, où à la fois on condamne donc les attaques du Hamas, et en même temps on incite à l'ouverture de corridors ou de pauses humanitaires pour pouvoir permettre l'acheminement de l'aide côté palestinien, tout en évidemment soutenant le droit à l'autodéfense d'Israël après les attaques du Hamas. Ouais, donc position complètement inhumaine de Varhedi par rapport à la population civile palestinienne. Au passage, il faut rappeler que en Hongrie, les manifestations pro-palestiniennes sont interdites. Oui, comme en France. En France, le tribunal constitutionnel a filé. Aujourd'hui, il y en a encore une aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui sont. Il y en a une qui va se tenir à Strasbourg aujourd'hui, mais il y en a plusieurs autres qui ont été annulées. Il y en a une quand même dimanche dernier, je crois. Dimanche dernier, qui était très belle. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Non, on observe une forme de quelque chose qui est assez perturbant d'un point de vue géopolitique, et Orban le représente très bien, qui n'est plus une position de pays non alignés, mais de pays qui sont en fait alignés de manière différenciée en fonction de leurs intérêts. Et c'est ce qu'on peut voir entre il y a une semaine, Viktor Orban serrait la main de monsieur Vladimir Poutine lors de cette grande rencontre chinoise, et puis la nuit dernière, lors du vote pour un cessez-le-feu aux Nations Unies à New York, Viktor Orban vote avec les États-Unis contre le cessez-le-feu, alors que ceux qui votent pour le cessez-le-feu, on va retrouver la Russie de monsieur Poutine, la Chine, la Russie de monsieur Poutine qui reçoit le Hamas, etc. Et un espèce de quelque chose qui est totalement irrationnel, illogique, inconséquent par rapport à ce que devrait être une grille de lecture diplomatique autour du droit international, et avec un objectif central qui devrait être celui de la paix. Ouais, mais Orban, c'est son truc. Lui, il va dire je parle avec tout le monde, et il tape à gauche et à droite en fonction de ses intérêts. Enfin, je veux dire. Voilà. Corentin, je pense que la seule grille de lecture à l'heure actuelle diplomatique de Viktor Orban, ça s'inscrit vraiment dans le choc des civilisations. Oui. Je pense que c'est très une petite tonnière ce qu'il fait. Grille de lecture géopolitique. Et ce choc des civilisations, donc la fameuse théorie de Samuel Huntington qui date de 1996 déjà, qui s'était soi-disant trouvé validée en 2001 avec les attentats contre le World Trade Center, aujourd'hui reprend beaucoup de force avec l'attaque du Hamas contre Israël qui a suscité des grilles de lecture du type les barbares attaquent le poste avancé de l'Occident, parce qu'en fait pour Orban, c'est comme ça que je pense vraiment. Et l'extrême droite française aussi, d'ailleurs. Je pense que pour eux, pour les extrêmes, Israël est le poste avancé de la civilisation occidentale. Et le plus vulnérable, parce qu'il est entouré par des arabo-musulmans. Et je pense que ça, c'est vraiment la grille de lecture de Viktor Orban. De même que ce choc des civilisations, c'était un peu plus compliqué de le faire, mais on sentait ça aussi dans le conflit Russie-Ukraine.
Voilà, c'est un combat de la civilisation, de la démocratie, pas encore libérale occidentale, mais ukrainienne, contre l'Orient, contre le barbare de l'Orient. Et on sent vraiment le glissement d'un conflit à l'autre, puisque vous savez bien qu'on parlait de paix aujourd'hui dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça revient, c'est un mot qui est proscrit parce que dans la pensée des gens, ça peut vouloir dire une paix qui serait favorable à la Russie. Ça revient à récompenser l'agresseur, donner un blanc-seing à l'agresseur. Donner un blanc-seing à l'agresseur. C'est pour ça que je pense qu'aussi il y a ça qui est dans les têtes qui fait qu'il est très difficile alors que c'est quand même la base de la base pour un pays comme la France, qui a une politique arabe et une politique moyen-orientale indépendante, qui est censée l'avoir, qui n'est pas capable d'appeler à la chose la plus basique, qui est un cessez-le-feu. Parce que voilà, si on n'a pas un cessez-le-feu pour la paix, ça veut dire que voilà. Mais sur les deux conflits. On est sur les deux conflits. On est d'accord. Donc voilà, je pense que ce choc des civilisations, il est vraiment dans la tête et surtout et bien dans la tête de Viktor Orban. Ensuite, pour ce qui est de l'alignement Orban-Netanyahou, effectivement, quand les affiches dont parlait Joël et les affiches antisémites contre George Soros à l'été 2017 étaient affichées partout dans la ville quand M. Netanyahou était reçu en grande pompe à Budapest. Il les a forcément vus et il avait strictement rien à dire parce que finalement c'était un peu son œuvre à lui. La Hongrie aujourd'hui tient à ça. N'a pas rompu avec la politique qui est celle de toute l'Union européenne officiellement on soutient une solution à deux États. Bon, voilà. Ça coûte pas cher de dire comme ça dans un communiqué de presse, mais quand on lit le Magar MZ ou quand on entend les officiels du gouvernement, on voit très bien que le soutien derrière Israël est absolument total, de la même manière que quand il y a eu une mini-guerre au printemps dernier entre le Hamas et Israël, qui était peut-être un prélude à celle auquel on assiste aujourd'hui. La répétition générale. Le gouvernement hongrois a saboté une déclaration européenne contre la colonisation, c'est ça, qui appelait tout simplement à la cessation des hostilités. Et Peter Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères hongrois, a justifié ça. Alors, c'est difficile à justifier, un cessez-le-feu entre deux belligérants. Il a justifié ça en disant les cessez-le-feu, on appelle toujours le cessez-le-feu, ça sert strictement à rien. Mais en sous-main, ça veut dire laisser Israël faire ce qu'ils ont envie et faire le travail. Je voudrais quand même rappeler un petit peu le côté opportuniste du Fidesz aujourd'hui avec Israël. Moi, j'étais correspondant ici à Budapest plutôt dans les années 2000-2010, et je me souviens qu'à l'époque, le Fidesz était beaucoup plus ambigu sur cette question. Moi, je me souviens surtout de la question du Arpad Shav, donc je vais rappeler ce que c'était. C'est ce drapeau avec des rayures rouges et blanches, qui était le drapeau des croix fléchées, donc ceux qui ont vraiment exterminé les pro-nazis, les pro-nazis qui ont exterminé les juifs hongrois à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de polémiques sur ce drapeau qui a également été utilisé beaucoup par le Fidesz à l'époque. Dans tous les meetings Fidesz, on voyait presque plus le Arpad Shav que le drapeau hongrois. On voyait autant que dans les meetings du MIEP, qui était le grand parti d'extrême droite, et du Jobbik. Voilà. Exactement. Et avec des polémiques sur le nombre de rayures qui fait, enfin le nombre de bandes qui fait que non c'est pas leur Arpad Shav, blablabla. Enfin c'était vraiment, on se foutait vraiment de la gueule du monde. Et moi je me souviens que à l'époque la droite hongroise, donc pas seulement le Fidesz, également l'extrême droite, était une droite pro-palestinienne, clairement. Le Jobbik. Je dirais pas pro-palestinienne, mais disons pro-arabe, et pro-arabe par antisémitisme. Et donc je dis pas que c'était la position bien sûr officielle du Fidesz, mais c'était la base et c'est ce qu'on entendait beaucoup. Et cette position a complètement changé après les attentats à Paris en 2015, où du coup Orban change complètement de position et surtout le Jobbik. C'est vrai que le Jobbik est historiquement fondamentalement un parti antisémite. Je pense que c'est la meilleure définition qu'on puisse en faire. Le Jobbik canal historique, pas le Jobbik. Le vieux Jobbik 2009-2010 quoi. Précis pour ne pas avoir un procès. Et si on voyait Gabor Vona, son dirigeant actuel, avait un kéfier palestinien autour du cou, il est aussi islamophile. Dans son entourage, il y a des musulmans. Il a toujours
toujours été islamophile, mais je pense, moi j'y vois vraiment une volonté de se détourner de l'Ouest, qui serait soumis aux États-Unis et à Israël. Donc ça t'as raison, c'est à partir de 2015, les attentats qu'il y a eu en Europe de l'Ouest et de la crise migratoire, c'était un discours qui était plus du tout tenable pour Jobbik, qui a complètement abandonné cette dimension. Pour ce qui est du Fidesz, il y a toujours eu, de toute façon, entre la droite et l'extrême droite hongroise, il y a des passerelles. Bien sûr, il y a une zone tout à fait grise. Il y a toujours eu un vieux fond d'antisémitisme au Fidesz. Se dire, c'est pas du tout un parti antisémite. Je crois pas du tout qu'Orban soit antisémite. Non, très loin de là. Mais c'était des accusations qui sont revenues régulièrement. Mais réhabilitation d'Orti, réhabilitation d'auteurs antisémites qui ont été Albert, tout ça. Voilà. Est-ce qu'on célèbre l'antisémite ou est-ce qu'on célèbre le patriote? C'est un peu la même question qu'avec Bandera aujourd'hui en Ukraine. C'est des sujets qui sont très casse-gueule. Par contre, c'était aussi à une époque où les liens entre Israël et l'Europe centrale n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. S'il y a des liens forts aujourd'hui entre Israël et pas seulement la Hongrie, parce que les Tchèques sont des fervents soutiens d'Israël. Les Polonais dans une moindre mesure parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur loi mémorielle, aussi avec le fond antisémite aussi. C'est pas des bonnes relations entre l'Israël et l'Europe centrale, c'est des bonnes relations entre l'Europe centrale et Benjamin Netanyahu. Moi je vois vraiment une convergence des extrêmes droites en fait. Tout à fait. Et à l'époque, dans les années 90 et 2000, c'était pas l'extrême droite au pouvoir en Israël, c'était Shimon Peres. Et à cette époque-là, les relations entre la Hongrie et l'Israël étaient détestables. Il y a eu cette phrase malheureuse de Shimon Peres qui disait ironiquement aujourd'hui tout va bien entre Israël et l'Europe centrale. L'Europe centrale qui est très importante pour Israël, évidemment, parce que pour la plus grande communauté juive était en Hongrie, qui est très important à ce moment mondial. En Hongrie, il y en avait. Shimon Peres qui disait de façon un peu ironique que tout va très bien maintenant avec eux. La preuve, on est en train de racheter la Hongrie. Il avait dit cette phrase, et ce qui a alimenté l'antisémitisme de l'extrême droite ici pendant des années et des années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a un homme d'extrême droite au pouvoir qui gouverne Israël depuis déjà pratiquement une vingtaine d'années maintenant. Donc voilà. Je vais juste rappeler une petite chose par rapport à cet antisémitisme de la droite hongroise. À l'époque, c'était un antisémitisme qui était également contre la gauche, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée que la communauté juive est de gauche. La communauté juive, c'était le système communiste Kadar à l'époque, donc il y avait vraiment cette espèce de, je sais pas comment dire, de mélange entre d'assimilation entre la gauche. 2009-2010, en fait, faut pas oublier que le Fidesz était aussi en guerre contre le SDS, surtout à Budapest. Donc les libéraux juifs, qui étaient assez liés, qui étaient liés plus ou moins à la communauté juive. Du moins, c'est ce qui se disait, c'est ce qui s'est fait. Certaines communautés juives. Oui, voilà. Bah oui, bien sûr. Réformistes. C'est comme en France, les juifs ne représentent pas l'ensemble de la communauté juive française. Et un truc que je veux dire aussi, c'est que la Hongrie, c'est un des rares pays à reconnaître la Palestine. Donc il y a une ambassade de Palestine à Budapest, en Hongrie. Et le Fidesz utilisait un petit peu la Palestine en disant que voilà, la Palestine, c'est un petit peu comme la Hongrie, c'est-à-dire qu'ils se sont fait prendre des territoires. Voilà, c'est un peuple opprimé. Il y a presque il y a des gens qui essaient de leur grappiller, leur prendre des trucs par-ci par-là. C'était quand ça là-dessus 2008, 2009, avant qu'ils arrivent. Et après 2010, une fois qu'ils ont éliminé vraiment le SDS, ensuite ça s'est calmé, ils en ont plus parlé avant qu'ils s'entendent bien avec Netanyahou. C'est l'inverse là. C'est l'inverse complètement. Et le premier pays européen à vouloir déplacer son ambassade à Jérusalem. L'ambassade en Israël. Katalin Novak n'avait plus qu'à contresigner la proposition, tout était prêt il y a quelques mois, et je pense qu'elle a tout a été gelé, donc c'est pas parfait. Mais les Tchèques et les Hongrois ont déjà un consulat à Jérusalem, ce qui est une façon déjà de reconnaître. Bien sûr, c'est une reconnaissance diplomatique d'Israël, mais bientôt ça pourrait être l'ambassade. Mais deux choses, et je pense qu'après il faudrait qu'on invite à réagir Daniel et puis aussi passer à notre seconde partie. D'une part, il faut rappeler cette lutte justement entre les communautés juives à Budapest, ce soutien résolu du gouvernement Orban, donc aux plus orthodoxes. Je pense notamment à Shlomo Kovesh et donc au Lubavitch.
face justement aux juifs réformistes qui eux sont plus tentés, Mogéis et autres associations qui sont plus tentés d'être proches du centre gauche et notamment donc de feu le SDS dont tu parlais à l'instant, Fabien. Non, il faudra faire une émission complète. 90% des juifs ici sont néologues, c'est-à-dire complètement assimilés, et voilà, ne sont liés à aucun des partis. Mais on sait qu'il y a un soutien qui est complètement clair du gouvernement Orban. Il faudrait renvoyer vers la série d'articles merveilleux que tu avais fait, Corentin, il y a quelques années, justement sur la culture juive de Budapest. Budapest, il faut le souligner, est une exception en Europe centrale parce que c'est la dernière grande ville d'Europe centrale où il y a encore une grosse communauté juive. Joël, t'as ouvert un dossier qui est beaucoup trop pour le temps que nous a parti là. Et juste une dernière chose, il faut savoir qu'il y a une résolution, qui a été adoptée au Parlement hongrois qui condamne justement les attaques terroristes du Hamas et qui pour le coup a été votée non seulement évidemment par la majorité Fidesz-KDNP mais aussi par l'ensemble des partis d'opposition au gouvernement Orban. C'est dire qu'aujourd'hui en Hongrie, y compris même dans la plupart des médias, il y a un genre d'unanimisme quant au soutien à l'État d'Israël, que l'on soit d'ailleurs du côté gauche de l'échiquier ou à droite, quoi. D'accord. Est-ce que Daniel ou Patrick voulaient Patrice voulait ajouter quelque chose sur cette question? Je crois que beaucoup de bonnes choses ont été dites là. Au cours de ces 10 dernières minutes, c'est un très bonne analyse, je pense, là, qui a été faite là, tout jusqu'à maintenant. Donc je n'ai pas plus à dire. Merci Daniel. Merci de ton intervention. Donc, on voit que t'as mal au dos. Donc maintenant on va parler un petit peu des élections qui ont eu lieu en Pologne et en Slovaquie. Donc on va peut-être commencer par la Pologne. Patrice, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces élections et de la victoire de la droite, je sais pas comment on pourrait dire, libérale ou modérée face à la droite moins libérale et moins modérée. Oui, en fait, ces élections qui se sont déroulées le 15 octobre dernier étaient présentées par beaucoup, en fait, de démocrates et de défenseurs de l'État de droit en Pologne comme les plus importantes depuis la fin du communisme en Pologne en 89. Donc, en fait, finalement, à la grande surprise de beaucoup, en fait, l'opposition emmené par Donald Tusk, le centriste libéral, le centre-droit, qui mène la coalition civique, donc un parti, qui rallie des partis écologistes, libéraux, donc disons centristes, centre-droit, a remporté les élections avec deux autres partis en coalition, donc un parti de gauche qui s'appelle Lewica en polonais et aussi un autre parti, un troisième parti qui s'appelle en fait la Troisième Voie, qui est une espèce d'alliance de chrétiens démocrates et d'agrariens en fait. Donc c'est l'opposition de ces trois partis-là, en fait, ces trois partis-là qui ont remporté le plus de sièges, donc 248, ce qui fait suffisamment pour diriger, pour gouverner en Pologne. Pour le moment, en fait, donc ils ont gagné contre le parti Droit et Justice PiS au pouvoir depuis 8 ans, et donc tout porte à croire que dans un mois, quand aura lieu environ, on ne sait pas encore la date exacte, mais ça va sûrement se faire en fin novembre. Quand le vote de confiance aura lieu, sans doute que l'opposition va être en mesure de former un gouvernement à la chambre basse du Parlement. Donc en fait, pour l'instant, c'est toujours le Parti droitiste qui gouverne en Pologne, mais il joue un peu la montre en fait pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et certains pensent en fait, dans la presse polonaise, il y a certaines sources au sein des ministères qui disaient que des commandes de déchiqueteuses avaient été faites en grand nombre en fait pour déchirer, pour éliminer des documents qui pourraient être compromettants pour le pouvoir actuel. Donc voilà, donc l'opposition a emporté et tout porte à croire aussi que c'est Donald Tusk qui va être Premier ministre lorsque le gouvernement sera mis en place. Et il faut dire aussi que c'était d'autant plus surprenant que la mobilisation, le taux de participation a été extrêmement élevé. 74%, c'est le plus haut taux depuis 89.
Et c'est ce qui a notamment permis à l'opposition de l'emporter. Donc beaucoup de jeunes, et surtout des femmes aussi, sont allés aux urnes pour voter. Et c'est ce qui a permis de déloger le parti droit et justice en Pologne. Oui, Patrice, dans une minute, on va discuter de la situation en Slovaquie. On voit qu'en Slovaquie, les libéraux ont perdu les élections parce que c'était une coalition qui était un peu hétéroclite. Même si la situation est quand même un peu différente en Pologne, est-ce que tu penses que c'est un gouvernement qui peut vraiment gouverner, qui peut avoir une certaine cohérence, Pour le moment, les discours sont relativement dans le même sens, donc dans la mesure où tout le monde veut faire des compromis pour diriger un peu dans l'unité. Après, c'est un gouvernement qui sera très aux tendances très éclectiques. Donc, comme je l'ai dit, il y a Donald Tusk qui est, disons, centré centre-droit, mais il y a aussi la gauche. Donc, la gauche un peu qui s'apparente à Podemos en Espagne, qui a certaines affinités avec Podemos, donc qui sont très, par exemple, pour le droit à l'avortement, pour légiférer jusqu'à 12 semaines de grossesse pour permettre l'avortement aux femmes. Et en contrepartie, la troisième voie, donc chrétienne-démocrate, avec les agrariens du parti PSL pro-agriculteurs, eux, en fait, sont plutôt à droite sur les questions sociales. Et la question de l'avortement risque, en fait, d'être une pierre d'achoppement dans le prochain gouvernement parce que, en fait, tous ces trois partis-là sont sur le fond d'accord pour revenir au compromis de 93, c'est-à-dire celui qui a été mis en cause par le PiS en 2020 quand ils ont quasi interdit l'avortement, donc retiré l'avortement pour cause de malformation du fœtus. Donc tous ces trois partis-là, en fait, sont d'accord pour réintroduire la possibilité d'avorter pour fœtus mal formé. Après, pour élargir le droit à l'avortement aux 12 semaines de grossesse, la troisième voie n'est pas d'accord. Donc, ils sont plutôt pour le fait de mettre en place un référendum pour élargir le droit à l'avortement. Mais sur le plan parlementaire, ça risque d'être une difficulté, en fait, pour gouverner. Après, pour tout ce qui est question d'état de droit, remettre en place l'indépendance de la justice en Pologne. Les trois partis sont aussi relativement d'accord, à quelques nuances près. Certains ont d'autres méthodes, mais il y a quand même une unité en fait sur le plan de revenir à un état de droit en Pologne, avec des médias indépendants, une justice indépendante. Il y a un consensus au sein de l'opposition. Après, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment les questions sociales comme l'avortement qui risquent de faire des remous au sein de la coalition. Pour le moment, certains justement ont parlé dans les médias au sein de l'opposition pour affirmer leur position. La gauche aussi a affirmé ses positions. Donc, pour le moment, disons que c'est plutôt tranquille, mais dans les prochains mois, ça risque quand même de s'agiter. Joël aurait une question pour toi. Salut Patrice, là où il y a un consensus aussi, c'est que ce verdict électoral est quand même assez emmerdant pour Viktor Orban qui était j'allais dire presque cul et chemise avec le PiS depuis son arrivée au pouvoir en 2015. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Orban et Tusk en fait s'appréciaient particulièrement lorsque Tusk était au pouvoir entre 2007 et 2014. Ils avaient été à des événements ensemble, des concerts et autres. D'ailleurs, la première visite de Viktor Orban lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2010, ça a été directement en Pologne pour aller voir. Voilà, oui, c'est pour aller voir Donald Tusk. Et il y a aussi ce truc qui était très intéressant, je trouve. Je pense que tu confirmeras. C'était sorti dans Politica en Pologne. Comme quoi, le PiS, assez dégoûté finalement par son score décevant, blâmait en fait des conseillers du Fidesz qui, en gros, auraient dit au PiS, écoutez, faites la même stratégie que nous, vous allez gagner, vous allez voir, finger in the nose, ça va y aller tranquille. Et puis au final, bon, alors certes le PiS arrive en tête, mais effectivement, avec ses alliés de Confederacja, donc l'extrême droite polonaise, n'a pas assez de voix pour former un gouvernement qui devrait justement tomber dans l'escarcelle de Donald Tusk, et que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en Pologne, de à quel point justement le comeback de Donald Tusk peut être emmerdant pour Viktor Orban. Disons que en Pologne, en fait, le fait que Donald Tusk sera probablement le prochain Premier ministre, c'est surtout en fait la question européenne, donc le fait de renouer le dialogue avec Bruxelles qui est mis en avant. Personnellement, on n'a pas trop entendu parler de Viktor Orban pour le moment, du moins, parce que je pense que la question va s'imposer quand
la Pologne sera bel et bien de retour sur le plan européen diplomatique. Donc, c'est vrai que faut le rappeler aussi que la Pologne et la Hongrie, pendant 8 ans, étaient totalement sur la même page, notamment pour ce qui est de la question en fait, Jarosław Kaczynski en Pologne, le chef du Parti droit et justice, avait lui-même dit en 2011 qu'il voulait faire Budapest à Varsovie, donc un peu une Pologne à l'image de la Hongrie de Viktor Orban, donc une justice qu'il a politisée depuis, des médias aussi publics qui sont complètement devenus propagandistes. Après, effectivement, la question à Bruxelles, disons l'affinité polono-hongroise risque d'être complètement s'évaporer en fait quand le gouvernement polonais sera mis en place. En 2017, je crois, c'est en décembre, la Commission européenne avait activé l'article 7 donc contre la Pologne, un article qui pouvait mener à la suspension de droits de la Pologne au Conseil européen. Donc la question de l'article 7 pourrait être poursuivie aussi pour la Hongrie. Donc, si la Hongrie était scellée sur le plan européen, sans la Pologne, la question se pose en fait comment la Hongrie va pouvoir garder la face en fait. Après, la Slovaquie qui a changé aussi de bord politique pourrait peut-être la soutenir. Je pense que Corentin peut-être pourrait en parler. Moi, je ne connais pas assez sur la question de la Slovaquie, mais c'est vrai que la Hongrie perd un allié très important. En la Pologne. Après, les relations entre la Pologne et la Hongrie se sont un peu dégradées depuis la guerre en Ukraine. Comme la Pologne avait une position anti-Russie assez profonde, et donc les relations se sont un peu, ternies. Mais sur le plan, de l'état de droit, le plan européen, la Pologne et la Hongrie étaient quand même vraiment au diapason sur beaucoup de questions. Donc c'est vrai que ce serait très intéressant de voir comment le jeu diplomatique va se mettre en place dans quelques mois à Bruxelles. Très bien. Donc, avant de parler de la Slovaquie, Vincent voudrait dire quelque chose. Orban avait un grand chelem devant lui. Il a encore le petit chelem. Il a raté la casse Pologne. Même si on verra comment ce gouvernement assez hétéroclite arrive à tenir et à mettre en place quelque chose de consistant. Il a réussi à la première étape qui était celle de la Slovaquie. Peut-être que Corentin pourra revenir dessus dans le détail, mais il reste surtout les 2 étapes les plus essentielles et les plus importantes qui sont les élections européennes en juin prochain. Ouais. Et municipales en Hongrie. Les municipales à Budapest et dans les autres grandes villes de Hongrie où un rapport de force peut se maintenir ou pas, donc on verra. Ouais. Et puis naturellement les élections aux États-Unis. Absolument. Et dans le contexte géopolitique actuel, j'ai l'impression et j'ai très peur que ce qui s'est passé en Pologne, qui est assez intéressant, avec une participation record comme le disait Patrice, et je crois que c'est un des éléments importants, avec aussi un vote très, quand on analyse la sociologie de ce vote-là, un vote très clair entre l'Est de la Pologne, l'Ouest de la Pologne, la question des âges, la question des diplômes, plein d'éléments objectivables qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de votes un peu partout à travers le monde. J'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant et que malgré tout, Viktor Orban, malgré toutes les critiques qu'il peut y avoir, reste dans une dynamique qui va plutôt à son avantage. Juste, Fabien, vous lui dire juste un petit truc. Est-ce que le nouvel gouvernement polonais va vraiment réussir à faire voter des lois, sachant qu'elles doivent être validées par le président qui est du PiS? Et oui, Duda, oui. C'est là toute la question en fait, parce qu'effectivement Andrzej Duda en Pologne est issu du PiS et donc pourrait jouer la carte un peu de la loyauté et opposer son veto à tous les projets de loi que met en place l'opposition. Après, pour le moment, c'est un peu ambigu parce que Duda, durant ces dernières années, s'est quand même comporté d'une manière parfois disons relativement à l'opposé des intérêts du PiS. Par exemple, sur la question de des médias en Pologne, le PiS avait voté un projet de loi qui visait un peu à mettre le verrou sur la télévision indépendante TVN. C'était en 2021, et Duda, et donc c'était un projet de loi qui, disons, in fine, pouvait conduire à la télé, en fait, à mettre la clé sous la porte. Et Duda avait mis, en fait, son veto à ce projet de loi-là, sous pression notamment des Américains, parce que la télévision TVN est sous capital américain, en fait. Donc Duda avait quand même, disons, à quelques reprises, fait des actions qui pouvaient être un peu à l'opposé du PiS.
la question en fait de savoir, c'est aussi est-ce que Douda voudrait un peu jouer les perturbateurs, ou bien peut-être et ça c'est en coulisses qu'on prétend ça, en fait, que Douda pourrait vouloir un poste dans des institutions internationales comme à l'OTAN ou à l'ONU à l'issue de son mandat, en fait. Donc si il joue un peu la carte de la modération, il pourrait potentiellement être récompensé en ayant un poste. Donc c'est toute la question, en fait. Pour l'instant, c'est trop difficile de déterminer comment se comportera Douda. Mais voilà, ça va être intéressant de savoir, en fait, quelle position il voudra entreprendre. Et je voudrais juste aussi rebondir, en fait, sur ce que Joël disait sur, disons, l'influence hongroise en Pologne, ou du moins ceux qui ont conseillé le PiS lors de la campagne. Le gouvernement polonais, lors de l'élection, a aussi mis en place, en fait, un référendum totalement un peu calqué sur le modèle hongrois, qui portait notamment sur la question migratoire. Et en fait, cette question du référendum, c'était une façon de mobiliser l'électorat de droite issu du Parti du droit et de la justice en Pologne. Mais le référendum a complètement... en fait, c'était un échec patent sur toute la ligne. Il y a eu 40% de participation au référendum, ce qui est totalement un échec, parce qu'en fait, le référendum en question, il fallait soi-même décliner la carte de vote, en fait. Donc, c'était un effort conscient que l'électeur devait faire, et 40%, c'est en fait considérable, puisque le parti en Pologne, dans la justice, a eu 35% des voix. Donc, en fait, c'est grosso modo l'électorat du PiS qui a voté au référendum. Le reste de la Pologne a complètement rejeté. Et donc, c'est un échec patent qui s'explique par le fait que, selon certains sociologues, en fait, la rhétorique, la surenchère populiste du PiS, cette fois, n'a pas fonctionné, et beaucoup d'électeurs, en fait, ont été lassés de cette espèce d'atmosphère de polarisation continuelle, et voilà. Donc c'est ce que je peux dire par rapport au référendum, et peut-être l'influence hongroise, et qui a été un échec pour le PiS en Pologne. Très bien. Corentin, tu vas nous parler rapidement de la Slovaquie, de l'échec des libéraux, et de qui est Fico. Alors, moi, tu veux parler de la Pologne encore? La Slovénie? La Slovaquie, j'ai dit. Ah oui, ce petit pays de la Slavonie. 5 millions d'âmes qui n'intéresse personne. Une ancienne région. Qui a des très bonnes bières. Moi, je voulais parler de Pologne, et en plus, je voulais commencer par adresser mes condoléances à mon confrère Patrice, parce que là, quand même, Patrice, t'as perdu des gros vilains méchants qui te remplissent bien les poches, là. Oui, mais du coup, il va y avoir les gros gentils qui lui remplissent les poches. Daniel, hein? Oui, non, je voulais juste ajouter un petit mot là par rapport à ce que disait Patrice, qui est sur le côté des médias, et notamment on a bien vu que la propagande qui a été faite par toutes les télés et les médias polonaises à la botte du pouvoir n'a pas fonctionné. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé là le lendemain des élections sur le présentateur directeur de TVP2 qui a reconnu que malgré toute la propagande qu'ils aient fait pendant des années, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que tout ce qui est, y compris pour la Hongrie, la mainmise sur les médias et sur tous les pays un peu d'Europe centrale, il y a une vraie bataille qui est menée. Et de fait, le principe pour tous les pouvoirs de mettre la main sur les médias ne fonctionne pas jusqu'au bout. Et c'est intéressant comme leçon à tirer pour la Hongrie, qui, bon, comme on le sait, la télé est quand même aux mains du pouvoir d'Orban, et de voir que cette propagande n'ait pas fonctionné malgré le matraquage qui a eu lieu pendant des semaines avant les élections et puis pendant des années, je pense que c'est assez encourageant. Oui, je pense que Patrice confirmera, mais une autre leçon à tirer, c'est ce qu'on a souligné, participation très forte des Polonais, notamment des jeunes et des femmes, et ça vient pas de nulle part, ça vient d'une très forte mobilisation ces dernières années autour de la question du droit à l'avortement. Il y a beaucoup de jeunes que Patrice et moi avons rencontrés durant la marche de Tusk à Varsovie. Patrice a rencontré bien d'autres pendant toute cette campagne, des jeunes qui étaient là et qui avaient découvert la politique
dans les mobilisations citoyennes qu'il y a eu ces dernières années contre l'interdiction de l'avortement. Et ça a été vraiment une école de formation politique accélérée pour toute une partie de la jeunesse polonaise, une jeunesse urbaine, et qui a voté en masse aux dernières élections, et voilà. Donc la leçon à tirer aussi pour la Hongrie, c'est que si tu veux gagner des élections, il faut former les gens à la politique, il faut faire de la politique, et pas attendre le jour du scrutin pour se mobiliser. Il faut avoir une opposition intelligente, ce qui n'est pas vraiment le cas en Hongrie aujourd'hui. Il faut mener des combats, choisir les combats et les mener jusqu'au bout. Voilà. Et Corentin, vite fait, on voit que en Slovaquie, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous dire en 2-3 phrases pourquoi cette coalition libérale a perdu et qui est Fico? Alors le 30 septembre, Robert Fico, qui est un social-démocrate historique, mais aujourd'hui à tendance très orbaniste et qui se rapproche beaucoup de l'extrême droite actuellement, a repris le pouvoir contre une c'est même pas une coalition, ils sont partis séparés, comme en Pologne. Qui a repris le pouvoir après 4 ou 5 années de pays à la dérive, d'instabilité politique, où il y a eu 4 ou 5 premiers ministres qui se sont enchaînés. Après l'assassinat de Jan Kuciak. À la suite quand même de l'assassinat d'un journaliste d'investigation. La Slovaquie retombe en arrière, en 2018, quand le pays avait été choqué par le meurtre de l'assassinat du journaliste Jan Kuciak, qui avait vraiment fait prendre un autre chemin à la Slovaquie, comme aujourd'hui on espère que la Pologne prenne un autre cap. 5 années après, la soupe est amère pour la Slovaquie qui revient en arrière, et maintenant on va voir. Et Orban se frotte les mains. Robert Fico a été intronisé Premier ministre, il a appointé ses ministres qui sont je veux dire une bande de... Attention ce que tu vas dire. De quoi? On vient en Hongrie, on peut le dire. Non, mais justement, là, on parle pas de gens compétents, de mise quand même, comme le Fidesz-FR, c'est vraiment une bande de piniclés. On se demande comment ils vont réussir à faire quelque chose. En tout cas, oui, ça va être une leçon quelque part pour l'opposition hongroise et les futures élections. On va arrêter là, et maintenant, on va passer à la chronique culturelle. Voilà, donc oui, mais c'était intéressant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sujets sans transition sur la on n'a pas le temps. Tout d'abord, il y a eu la semaine dernière, l'inauguration de la nouvelle librairie française à l'Institut français. Prélude. Qui va s'appeler, qui s'appelle déjà Prélude, qui va être géré par Joël Sélèche-Marquier. Donc l'inauguration a eu lieu le 19 octobre dernier, et je crois qu'il y a notre amie Eva qui était là-bas, et j'y étais aussi. Oui, Vincent Liéger a passé une tête, on l'a vu sur Facebook. D'accord. Donc c'était comment, Vincent? Très sympathique, c'est l'ouverture d'une librairie, rien à dire. Un lieu de culture. Est-ce qu'on va y trouver... J'avais pris des livres à la médiathèque, donc j'avais pas acheté. L'âme trop. Est-ce qu'on va y trouver la Hongrie sous Orban? Il y a intérêt. Non, mais par contre, il y avait notre ami qui était venu à plusieurs reprises sur les antennes de Tilo, qui est venu une fois de manière assez remarquable, Catherine Aurel, qui était là à l'occasion d'un colloque autour de la question de l'histoire et de l'identité de la Hongrie, et Catherine Aurel était là. D'accord. Salut Catherine. Et ça a permis de rencontrer aussi beaucoup d'anciens amis lors de cette inauguration. Ok. Sinon, autre petite nouvelle, alors pas spécialement culturelle, ce soir il y a une éclipse de lune. Donc voilà. C'est pour ça qu'il voulait avoir sa chronique. Quel rapport avec la culture, T'es comme la Slovaquie, tu reviens 5 ans en arrière, toi. Tu veux dire c'est les Néo-Zélandais qui vont peigner le cul des Sud-Africains, c'est ça? Quand cette éclipse de lune, ça commence à 8h, le pic est à 10h et ça se termine à minuit, mais léger. On va avoir ça sur le balcon de Neptunas. Voilà. Il y a un balcon. Oui. Autre chose, pareil, pas complètement culturel mais important quand même, demain matin c'est le changement d'heure. Et donc le Fabmix est à 5h du matin. Non, c'est dans le bon sens. Dans l'automne on dort 1 heure de plus, donc le Fabmix sera à 9h on va dire. Mais par contre on aura l'apéro à 15h. L'apéro passe à 15h. Voilà, ça va faire mal. Ça se passe toujours dans la période d'Halloween, qui sera mardi prochain. Alors au niveau des petites soirées d'Halloween, Corentin?
Non. Donc il y a quelques petites soirées que je vais lister. Tout d'abord aujourd'hui, le 28 octobre, hein, il va y avoir une Halloween party à l'Icône Piano Bar sur Quasi Tsiutsa. Par contre, ce sera assez cher, genre 14 000 forints. Donc je vous conseille plutôt. Tu rachètes le bar avec ça, non? Voilà, je vous conseille plutôt d'aller mieux aller au Vitula où il y aura également une Halloween party. Là par contre ce sera le 30 Carte Tusta numéro 4 avec un quiz de film d'horreur. Comment dire en gros? Voilà. Et ça ferme à quelle heure maintenant le Vitula? Il me semble que ça ferme à 2h. Ah mais c'est pour ça, c'est plus le Vitula. Mais comment dire en hongrois? Tokyo. Voilà. Tokyo. Tokyo c'est pas Tokyo. Également au Goya, il va y avoir une Halloween party cette fois le 31. Donc Hortsiwood au numéro 41, organisé par Beat on the Brat, qui a fermé mais qui est on salue les amis de Goya, quoi, grand partenaire. Très bien. Donc, grand peintre. Donc c'était les chroniques culturelles. Donc, il a réussi à placer la lune. Il y a la semaine du film roumain aussi, du 7 au 12 novembre. Je voulais terminer là-dessus. Donc vous étiez sur l'émission Mauvaise Onde de Tiloche en français et on se voit dans 2 semaines pour une nouvelle émission. À très très bientôt. Sziasztok. Au revoir. Partout sur les cuisses, je vous déteste, je vous maudis, je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, je lui fous une claque. Quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête, car aujourd'hui c'est la fête. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon.